Taxi FM 93.1, au cœur des grands événements. Madame, Monsieur, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé. Merci pour votre confiance sans cesse renouvelée à la radio. Taxi Presse de ce lundi, c'est avec Gérard Ouessant, le patron du groupe Sika, et l'homme Atisogbe, le patron du journal La Nouvelle Tribune, Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré, et Michel Tchadia, le patron du journal Ouara les Vainqueurs. Ensemble, nous reviendrons sur la situation de crise au Togo, avec cette question à la une du quotidien Togo, ce matin, un petit peu reformulée, entre la CEDEAO, la France et les Togolais. D'où viendra le secours? L'interrogation à laquelle donc on répondra tout à l'heure. Nous répondrons les confrères. Nous parlons également de l'économie avec le FMI qui parle. Son rapport de la semaine dernière, on reviendra légèrement là-dessus. Et puis le sport et les cas de corruption dans le football. Doit-on demander la démission de l'équipe Akpovi après le deuxième vice-président lié donc au maillot de la CAN dernière? Le membre du comité exécutif Lawson Maoulé aujourd'hui, l'arbitre Yenoussi, on va dire Bébou. Nous reviendrons un petit peu sur le sujet avec les confrères en studio. Bienvenue. Retour en studio, d'abord une idée des journaux qui sont dans les kiosques ce matin. Il y a le quotidien Togo Matin qui parle des perspectives de croissance au Togo. L'économie togolaise reprend des couleurs en 2018 et 2019. Vous lirez l'article à la page 5. Politique d'Abidjan au Québec en passant par Washington, Emmanuel Macron se montre toujours respectueux de la souveraineté du Togo, écrit notre confrère. Et une question à la clé qui se trouve donc dans l'éditorial. Qui d'entre la CEDEAO, Macron et les Togolais pour régler le problème du Togo? L'interrogation du journal à découvrir donc à la page 3. Et puis c'est qu'en deuxième anniversaire du président Faure Gnassingbé, une messe d'action de grâce demandée par le parti Unir. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis un dossier sur les relations à Russie, Togo, aube nouvelle, écrit l'Afrique, les atouts pour le Togo et l'Afrique. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, Conseil national de la jeunesse, 10 ans au service de l'épanouissement de la jeunesse togolaise. Vous lirez l'article dans le quotidien Togo Matin. Le quotidien Liberté maintenant, rêve de 4e mandat et de présidence à vie. L'étau se resserre autour de Faure Gnassingbé, écrit le confrère, avec une interrogation quand même à la clé. La CEDEAO va-t-elle sauver le champion de Lomé? L'interrogation à lire donc dans le journal Liberté. Violation des droits de l'homme. Togo debout en campagne contre la répression policière et militaire. Le confrère en parle et évoque aussi le décès par balle d'un jeune homme vendredi à Tokpli. C'est dans le Yoto. Les ressortissants de la localité demandent justice, écrit ce matin le confrère Liberté. Le journal qui parle également de tentative d'homicide d'un béret vert sur sa femme et ses enfants. Ça se passe à Témédia. Vous lirez l'article dans le quotidien Liberté. L'autre quotidien, c'est Forum de la semaine. Le journal parle politique. Le fiasco de l'opposition dans la rue. Le confrère en parle, donc vous lirez l'article dans le journal à la page 3. Des dizaines de Togolais renforcent leur capacité en Chine. Regard d'ensemble sur la coopération sino-africaine. L'article est découvert dans le journal. Et puis des dizaines de Togolais renforcent leur capacité en Chine. Oui, on en parlait. Je pense qu'il y a une petite erreur au niveau de la titraille. Le royaume de Notien, le livre de Togui Agokoli, 4 dans les librairies. Vous lirez l'article dans le quotidien Forum de la semaine. Il y a l'hebdomadaire Nouvelle Opinion qui parle de la coalition, la C14 dans son combat politique, la désillusion en entendant les recommandations de la CEDEAO. Vous lirez l'article dans le journal. Interpellation du président Macron sur la crise au Togo. Le président français exhorte les Togolais à aller aux urnes. Analyse donc le journal. Où conclut-il? Rapport sur les perspectives économiques régionales en Afrique subsaharienne. Le FMI invite les pays à favoriser les investissements privés. Vous lirez l'article dans le journal Nouvelle Opinion ce matin.
Et il y a aussi le bi-hebdomadaire Le Libéral. Le Libéral qui parle donc de la C14 qui renonce au retour à la Constitution de 1992, une concession qui n'est pas une, et conclut notre confrère Le Libéral. L'exclusion, un danger, peut-on lire dans l'éditorial de notre confrère, le journal qui parle également de l'agriculture togolaise à l'ère de la modernisation, les agropoles, la nouvelle stratégie, on lira l'article dans le journal, et puis la spéculation foncière et les multiples ventes, l'autre combat titanesque, et que le journal, le confrère qui revient également sur, on va dire, le rapport annuel sur les perspectives économiques en Afrique subsaharienne, une reprise timide de la croissance du Togo en avril 2018. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis le bimensuel Calliope Sport qui parle du football togolais, fin imminente des championnats, relégation, montée, ces dossiers fumants qui attendent la Fédération togolaise de football vers des championnats de l'apaisement bis. C'est l'interrogation du journal. Coupe du Monde 2018, un rendez-vous de stars historique du mondial. Les effectifs des 32 participants, les chances, c'est à découvrir dans le bimensuel Calliope Sport, le journal qui parle également de la corruption dans le football togolais avec la suspension de Maoulé Lawson, le membre du comité exécutif. Quid des autres membres de la FTF cités dans des malversations? Interrogation à lire dans le journal Calliope Sport dans les kiosques ce matin. Alors, outre Calliope Sport, vous avez le quotidien Forum de la semaine, il y a le quotidien Liberté, il y a le billet hebdomadaire Le Libéral, nous avons l'hebdomadaire Nouvelle Opinion et le quotidien Taxi FM, la seule radio d'information continue. Autour en studio avec mes confrères. Bonjour Michel. Bonjour Eric, bonjour à tous nos amis qui prennent la peine de nous écouter. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Gérard Ruissan. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de Taxi FM. Abbas Issaka, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous ceux qui sont déjà assis dans le taxi. Oui, c'est bien cela. Et vous êtes les passagers VIP. Bonjour Elon. Bonjour Eric et bonjour Taxi FM. Je voulais qu'on commence par... C'est le taxi le plus bondé de la planète. J'imagine combien de passagers il y a à bord. Combien de places disponibles? Bon, ce qui est surcharge. Non, il n'y a jamais été surcharge. Non, pas du tout. Et puis nous avons de toute façon laissé passer. Donc on peut faire sans contrôle, bien entendu. On ne vient pas le fait tricolore quand même. Alors écoutez, on va commencer par l'opération Entonnoir. La semaine passée, il s'est passé encore une situation malencontreuse. D'ailleurs, le ministre de la Sécurité, le général, le désormais général Yak Damran, a communiqué là-dessus dans un communiqué. Il relevait le sujet en présentant naturellement la condoléance du gouvernement à la famille au pleuré et aux blessés, plan de guérison. Et puis, relever le fait que ce trafic est interdit dans notre pays. Sauf que cette opération a fait plus de victimes que l'objectif pour lequel elle a été mise en place, l'homme. Oui, malheureusement, je vais d'abord présenter toutes mes condoléances à la famille du jeune Louis. Oui, à Noumou, décédé ce week-end des suites à Topli, des suites d'une blessure par balle dans le cadre de l'opération Entonnoir. En fait, en réalité, ça fait quelques mois ou quelques années que la presse a quand même unanimement tiré la sonnette d'alarme par rapport au danger afin que couraient les populations dans le cadre de cette opération Entonnoir. C'est vrai que beaucoup ont demandé la refonte même de l'opération pour qu'on puisse réorienter les objectifs stratégiques. C'est vrai, aujourd'hui, il y a quand même matière à lutter contre la vente du carburant illicite, communément appelé boulet. Et vous avez constaté qu'au Bénin, depuis quelques jours, le Bénin a quand même légalisé même l'interdiction de la vente du carburant, communément appelé boudet. Patrice Talon a fait légaliser l'interdiction de cette vente-là depuis quelques jours. On ne sait pas encore comment ça va réagir au Bénin, parce que c'est l'activité principale en ce qui concerne le secteur informel. Mais ici, on constate qu'il y a quand même la contrebande qui a pignon sur rue, surtout dans les localités un peu reculées comme Tokli. Bon, c'est pas
pas reculé, mais bon, dans les contrées un peu reculées de la... Voilà. Et surtout là où il y a des fleuves et des lacs, où des gens prennent des bidons de 25 litres et ils commencent à nager pour aller s'approvisionner de l'autre côté et de la rive. Et donc, c'est quand même quelque chose qui est déplorable. Mais il va falloir qu'on puisse repenser l'opération. Vous avez constaté que ce week-end, avec la mort du jeune Louis, et tout ce que ça a suscité comme réaction, même le général Yak a réagi dans un communiqué en disant que, en précisant les circonstances dans lesquelles la balle est partie et la sanction qu'il y a eu dans la foulée par rapport à cet officier qui a quand même appuyé sur la gâchette et qui a blessé finalement le jeune lui qui a trépassé. Et donc je pense que ça doit quand même permettre à nos autorités de pouvoir refondre l'opération Entonnoir et repenser même l'opération, ses objectifs, afin de pouvoir mieux encadrer les populations et mieux lutter contre la vente de carburant. Mais aujourd'hui, quand les gendarmes où les forces de l'ordre descendent sur le terrain pour pouvoir arrêter ces gens qui commercialisent ce type de carburant. Vous voyez ce que ça crée comme théâtre. Oui. On rentre dans les maisons, on commence c'est la terreur, c'est-à-dire que les gens ont pratiquement peur et on saisit les bidons et puis on disparaît. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un danger de pouvoir commercialiser le carburant illicite. Vous avez vu par le passé des maisons qui ont brûlé, par la faute de quelqu'un qui commercialisait du carburant frelaté et jusqu'à ce que mort d'homme s'en soit suivi. Et il y a d'autres cas, bien évidemment. Mais il y a aujourd'hui une nécessité de pouvoir lutter contre le phénomène et de sensibiliser les gens. Mais il y a plutôt ailleurs une réelle volonté de pouvoir refondre l'opération et ses objectifs afin de pouvoir éviter ces pertes en vie humaine. Alors, dans le communiqué rendu public hier par le général Yak Damoran, le ministre de la Sécurité, il indique, je vais citer cette partie, ayant constaté que les éléments de force de sécurité ont épuisé leur stock de gaz lacrymogène, ces jeunes trafiquants ont essayé d'encercler ceux-ci après avoir érigé des barricades enflammées par endroits sur l'axe routier entre le rivage et le fleuve. C'est alors que des tirs de sommation ont été effectués pour dissuader les manifestants et permettre aux éléments de s'exfiltrer. Malheureusement, un trafiquant a été touché. Il a été rapidement évacué à l'hôpital de Tchévié où il a succombé quelques heures plus tard des suites de ses blessures. C'est quand même bizarre qu'un tir de sommation puisse atteindre quelqu'un mortellement, Abbas Issaka. Oui, effectivement, c'est que les gens... Je ne sais pas comment on peut dire que... Il y a des fois même on dit qu'on a tiré en l'air et puis ça vient prendre des gens. Quand on parle de tir de sommation, sûrement c'est en l'air. Pour sortir de bruit et faire peur. Mais ici, je ne pense pas que ce soit des tirs en l'air. C'est que, selon l'explication même du communiqué du ministre, c'est que les forces de l'ordre étaient dépassées par les événements. Il fallait intervenir. C'est une autodéfense. On peut dire parce qu'il y avait on a dit des jeunes surexcités voulaient s'en prendre à eux. Et dans ce cas, ils ont réagi, ils ont tiré certainement dans le tas. Parce que moi, je me dis qu'il ne fallait même pas utiliser les balles réelles pour chasser ces genres de choses. Il y a les balles en caoutchouc qui vont blesser des gens, puisque c'est des populations inoffensives qui sont là, faire de telle sorte qu'on n'en arrive pas encore à avoir des morts sur le dos par rapport à ce trafic de carburant. Il faut faire de telle sorte que ça soit réorganisé et éviter de morts. Parce qu'il y a eu beaucoup de morts dans ce genre de situation. Il y a eu des fois même des véhicules qui sont calcinés avec tous leurs contenants, ses occupants et autres par rapport à la poursuite, à la course-poursuite qui s'engage entre les trafiquants et les forces de sécurité. Et tout ceci là, je pense qu'il faudrait revoir la situation. Et puis la question que je me pose, quels sont les éléments des forces de sécurité qui constituent l'opération Entonnoir? Est-ce qu'il y a des éléments précis? Parce que s'il y a des éléments précis des forces de sécurité, je pense qu'il faudrait les former dans ce sens. Puisqu'on voit que c'est devenu un peu de n'importe quoi, puisque vous allez voir même des gens de la brigade anticriminalité BAC qui aussi se jettent dans ce genre de course-poursuite contre les trafiquants de boudets. Donc, faire de telle sorte qu'on sache exactement quelle unité s'occupe
de l'opération Entonnoir, puisque depuis sa création, on n'a jamais su quel genre d'unité s'occupe de cette opération. Puisque aujourd'hui, on a constaté que tout le monde profite pour faire des affaires dans cette histoire. Puisqu'il y a des forces de sécurité qui peuvent se lever un jour ou l'autre, ils descendent sous prétexte qu'ils font la chasse aux vendeurs, aux trafiquants, bien aux vendeurs au bord des routes. Et ils collectent 500 au niveau de ces vendeurs-là. Et par après, ça finit. Puisque la dernière fois, j'étais là, je suivais une scène au niveau de camionnettes. Là. Oui. J'étais avec un confrère au niveau des camionnettes et les policiers là sont arrivés. Les forces de sécurité sont arrivés dans une voiture, c'est pas police, c'est une voiture banalisée comme ça qui s'est arrêtée. Et quand les jeunes vendeurs les ont vus, ils ont pris la fuite. Ils ont pu emporter ce qu'ils pouvaient emporter. Et le reste, les forces de sécurité ont pris ça pour mettre dans le véhicule. Après, ils ont interpellé un jeune. Quand ils ont interpellé un jeune, ils l'ont mis derrière dans le véhicule, comme dans leur réservoir ou bien non, dans le véhicule, derrière le véhicule. Ah, d'accord. Le bâché, 4x4. Mais c'est en ce moment que nous avons vu un monsieur qui a quitté quelque part en bas là-bas avec sa voiture et il est venu s'arrêter au niveau de ces forces de sécurité qui ont interpellé ce jeune dans la voiture. Le temps de discuter, ils ont amené le jeune et quelques temps après, le jeune est revenu réinstaller son étalage et il a commencé par revendre. Donc tout ceci là, est-ce qu'il n'y a pas une complicité quelque part? C'est pour ça que j'ai dit qu'il faudrait qu'on détermine l'unité des forces de sécurité qui se charge de l'opération Entonnoir. Et que ce soit connu par tous. L'opération Entonnoir qui a fait une nouvelle victime le week-end dernier. Le ministre de la Sécurité a d'ailleurs communiqué là-dessus hier. Et dans ce communiqué, il parle des tirs, Michel, des tirs de sommation qui malheureusement était un tir mortel. Est-ce que vous croyez à cette thèse évoquée par le ministre? Je n'étais pas là-bas. Donc, j'écoute tout ce qui est dit de toutes parts. Et moi-même, je me ferai une idée. Ce qu'il faut dire par rapport à ce sujet, c'est que finalement, on est fatigué. Les Togolais sont fatigués par rapport à cette opération Entonnoir. Même les trafiquants de drogue, ce n'est pas autorisé de les tuer. Ah, ouais. Il faut les interpeller. Ils font de la drogue. Oui. Il faut les interpeller et les punir conformément à la loi. Et quand c'est une affaire d'opération Entonnoir ou trafic de carburant illicite et qu'il y a mort d'homme et un mort d'homme de plus. Parce que depuis le début de cette opération, je n'ai pas la liste, mais beaucoup de Togolais sont morts. C'est vrai que c'est un commerce illicite, un commerce interdit, mais il y a des dispositions juridiques qui sont en vigueur et lorsque vous commettez en tout cas une infraction pareille, la loi est là pour être appliquée. Mais quand quand nous constatons que à chaque fois quand les forces de l'ordre sont aux prises avec les trafiquants, ça se solde toujours par des morts d'hommes. Et puis un jeune de 18 ans, et selon ce qu'on dit, il n'est même pas intéressé, c'était pas un trafiquant, c'est un taxi, comment l'appelle-t-on là, c'est un conducteur de taxi-moto qui, d'une manière malencontreuse, se trouvait dans les parages. Si c'est vrai cette version, c'est déplorable. Par les temps qui courent, je pense qu'à tous les niveaux, on doit faire extrêmement attention pour éviter des révoltes inutiles. Parce qu'on a vu les ressortissants de la localité. Oui, c'est des révoltes inutiles. Tout furieux. Tous ceux qui pensent que le fait d'avoir peut-être ce pouvoir de mener ces genres d'opérations, donc systématiquement, quand on dit qu'ils étaient encerclés, les gendarmes togolais ont toujours mené leurs opérations avec professionnalisme. Et si tel est le cas, je ne pense pas qu'on devait arriver à utiliser des balles réelles jusqu'à ce qu'on ne déploie
mort d'homme. Aujourd'hui, normalement, on doit repenser cette opération. Il faut dissoudre, excusez-moi de parler, oui, cette opération, parce que mais beaucoup de Togolais perdent la vie. C'est vrai, je l'ai déjà dit plus haut, c'est une opération dangereuse et qui est interdite. Mais il faut se poser la question, pourquoi les gens s'adonnent à ce commerce? Mais qui est-ce qui alimente finalement ce trafic? Parce qu'il y a aussi une question à se poser à ce niveau. Mais c'est un grand débat, hein. Parce que quand vous allez au Bénin, vers le Bénin, vous allez à Ného, on sait comment ce carburant illicite est déversé sur le marché, avec la complicité parfois même des certaines forces de sécurité, des douaniers et autres, qui prennent leur compte. Et plus proche ici, en ville, quand vous roulez, mais nous voyons des gens se servir de ce carburant dans les forces de sécurité. Oui. Dans les forces de sécurité. Mais quand ça se passe comme ça, parce qu'il ne faut pas à un moment donné qu'on ait l'impression qu'au Togo, la mort est moins chère. C'est-à-dire, moindre chose, on tue des gens. Pour simple problème de trafic de carburant, qu'on ait des pertes de vie, c'est regrettable. Vous avez dit, les trafiquants de drogue, même, on ne les tue pas. On ne les tue pas. C'est-à-dire qu'il faut à un moment donné, je pense que ce cas-là, ce dernier cas, je vais dire, doit interpeller les hautes autorités sécuritaires. Parce que dans l'opinion publique, c'est que on trouve que le Togolais n'est rien, on peut le tuer à tout moment. Pour une simple chose. Mais comment est-ce qu'on peut tirer en l'air et que ça tue des gens? Bon, ça, je ne suis pas militaire, je ne sais pas. Non, mais attendez, on parle de tir de sommation. Les tirs de sommation, c'est en l'air. Dans tous les cas, quelqu'un est mort. Oui. Je ne sais pas. Les tirs de sommation sont mortels. Bon, ça, il faut un spécialiste pour vous expliquer. D'accord, très bien. Mais, fondamentalement, il faut repenser cette opération. Parfait. Et faire comprendre aux forces de sécurité qui sont sur le terrain que ils n'ont pas le droit de tuer les gens. Et vraiment, l'ascension dit que ce monsieur, il est mis aux arrêts de... Non, ça ne... Il faut vraiment... Il faut même le sauter ses barrettes. Parce que une vie, vous enlevez une vie humaine pour une opération pareille. Mais non. Les forces de sécurité sont là pour nous protéger. Ils sont entretenus par l'État, c'est au profit des populations, je vais dire. Que pour une simple opération de choses qu'on dise qu'ils sont encerclés, mais ils sont formés pour ça. Ils doivent, avec le sang-froid, défendre, comment l'appelle-t-on, mener à bien leur opération sans qu'il y ait mort d'homme. Et quand c'est le cas, mais celui-là, le tenant qui dirigeait l'opération, mais si on ne le fait pas, attention, ce que je dis, si ce monsieur n'est pas sévèrement puni, parce que connu est sévèrement puni, parce que demain là, on dit que bon, parce que demain, des gens sont punis, mais on n'a aucun moyen pour contrôler tout ça. Parce que je ramène le cas Paloupaïsé, le lieutenant Paloupaïsé, quand il était ici, vous avez vu ce qu'il a fait. Il était sanctionné, mais par après, on a fait Glamagra, on l'a envoyé à Bassar. Et vous avez connu la suite. Oui. C'est lui-même qui était impliqué, qui organisait ce trafic-là, jusqu'à tuer même un autre gendarme. Oui. Mais on a fait un rapport tronqué. Heureusement que le ministre, le général, le désormais général Yark est revenu sur ce dossier pour dire que effectivement c'est le lieutenant qui a tué son frère d'armes. Oui. Et la suite, vous la connaissez, il est jeté en prison. Il faut que ce lieutenant qui subisse la rigueur de la loi. Parce qu'il ne faut pas que les gens dégainent en désordre, il faut enlever la vie aux Togolais comme ça, non. Ça dit que un jeune de 18 ans, peut-être c'est un fils unique à sa mère ou à son père. Mais c'est grave. C'est grave. Si on ferme les yeux comme ça, demain là... Hein. Ah oui, bien sûr. Gérard Ouissan, qu'est-ce qui éveille en vous ce dossier? Non, d'abord, moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on dit à ces policiers-là avant qu'ils ne sortent des commissariats ou bien des casernes? On ne peut jamais leur dire d'aller tuer. Ah, ce n'est pas sûr. C'est-à-dire que moi, je me dis, c'est les mêmes policiers qui répriment par exemple les marches, qui aussi répriment les trafiquants. Il n'y a pas des individus qui répriment les marches et d'autres qui... Abbas Sakat disait qu'il faut qu'on nous précise finalement quelle unité s'occupe de l'opération Entonnoir 2. Oui, mais... Il y a de l'amalgame aujourd'hui. Oui, mais l'évidence est là. On ne peut pas former un policier rien que pour aller saisir des carburants. Non, on ne les forme pas pour ça. C'est-à-dire voilà. qu'on les libère pour donc, ça. Donc, Kofi peut aujourd'hui aller réprimer les marches lundi et mardi, il est dans l'opération Entonnoir pour saisir les carburants. Donc, ces policiers-là, je me demande comment on les formate, ce qu'on leur dit. Bon, vous imaginez comment on réprime les marches.
parfois avec beaucoup de sauvagerie. Et c'est normal que les gens, en allant réprimer aussi les vendeurs de carburant, aient le même état d'âme. C'est possible. C'est possible. Bon, moi, je n'en sais rien, mais je dis seulement que dans un pays, on devait pouvoir former les jeunes policiers de telle façon qu'ils sachent que le citoyen, c'est un frère à lui. Aujourd'hui, quelqu'un disait haut et fort sur une radio, les forces de l'ordre, c'est nos frères, c'est nos frères. Moi, je me demande vraiment si les Togolais considèrent les policiers, les gendarmes et les militaires comme leurs frères aujourd'hui. De bavure en bavure, de répression en répression et tout ça, avec tout ce qui se passe dans nos frères. Ils sont membres de nos familles, ce sont nos cousins. Ce sont nos grands frères, nos petits frères. Oui, mais quand ce sont nos amis aussi. Oui, mais quand un frère s'attaque à vous, à un moment donné, vous risquez de ne plus le considérer comme un frère. Ça, c'est pas seulement valable pour le Togo. Dans d'autres pays aussi, on a vu à un moment donné des gens qui se sont élevés contre ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre et la sécurité dans leur pays. C'est là qu'on parle de rébellion, de tout ce qui est désordre. Bon, moi, la question que je me pose d'abord, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais su expliquer avec des mots clairs aux citoyens togolais le pourquoi on lutte contre l'essence boudin? Moi-même, en tant qu'homme de médias, je n'ai jamais compris les bons fondements, je n'ai jamais compris le pourquoi on lutte contre ce carburant. D'abord, on nous a parlé d'incendie. Oui, mais c'est dangereux quand même. Oui, mais ce combustible chez soi, dans la chambre, par exemple. Puisque la plupart du temps, ces trafiquants, c'est comme ça qu'ils font. D'accord. Combien d'incendies il y a eu avec Boudin? Il y en a eu beaucoup quand même. Non, pas beaucoup. Le dernier en date, il nous semble, c'est à Baie, où des gens, toute une maison a été ravagée. En matière de pourcentage d'incendie, est-ce que vous pensez que... pour dire que ce n'est pas dangereux, c'est pas pour ça. Même si c'est une maison qui a brûlé avec le carburant illicite, c'est dangereux. Oui, mais ce que je voulais... Gérard, une seconde, je donne la parole à Michel. Non, attendez. On sait que l'essence qu'on garde chez nous, en dehors des stations qui sont autorisées avec un certain nombre de dispositifs pour essayer de parer à toute éventualité, quand vous gardez l'essence chez vous, c'est dangereux pour vous et pour les populations environnantes. Et comme tel, on ne peut pas attendre à avoir beaucoup de statistiques avant de prendre des dispositions. Et l'autorité a expliqué, si Gérard ne se rappelle pas, l'autorité a expliqué que non seulement c'est dangereux pour celui qui... le stock à la maison, mais c'est un sabotage économique aussi. Parce que ceux qui ont des stations d'essence paient des redevances à l'État, alors que... Des impôts, tout ça. Alors que ceux-là qui amènent le carburant frelaté, là, ou je sais pas, illicite, quand ils vendent, l'État n'a rien. Et donc, c'est une manière de saboter ceux-là qui gèrent les dépôts de ces carburants. Et l'autorité a démontré ça entre-temps. Et c'est normal. Oui, mais si c'est ça la raison, moi je pense qu'il faut imposer carrément leurs activités aussi. On leur fait payer des taxes, on leur fait payer des impôts, comme tout le monde. On ne va pas quand même se mettre à les poursuivre, tuer des gens et tout. Il faut qu'ils se formalisent d'abord, quand même. Comment se formaliser? C'est-à-dire sortir du secteur informel? Non, on peut rester cela dit tout de suite. Moi, j'ai vu plusieurs fois le matin les policiers qui passent, qui leur prennent 500. Et quand la journée vous prend 500, vous êtes autorisé à vendre votre carburant. Non, quand on pense que c'est de la concurrence déloyale, alors il faut imposer l'activité de ces gens-là. Ce n'est pas une raison pour les poursuivre et les tuer. Quand on nous parle d'incendie, moi, je reste dubitatif parce que depuis que moi je suis né, le nombre d'incendies causés par... le carburant, je crois que c'est en deçà du nombre d'incendies causés par les installations traficotées d'électricité dans nos maisons. Fait pas de mauvais électriciens. Ce qui est sûr, le Togo ne brûle pas, Lomé ne brûle pas chaque fois parce qu'il y a carburant. Moi, je ne pense pas. Mais la deuxième question que je me pose, dans les zones où il n'y a pas de station d'essence, comment est-ce qu'on veut que les gens se comportent? Avant 90, avant les années 90, c'est vrai, il y avait pas, l'économie togolaise marchait autrement. Et il n'y avait pas les émigrants, tout ça, là on ne se déplaçait pas comme ça. Mais d'un seul coup, avec l'arrivée des émigrants, la nature même des activités économiques a changé. Avant, quand les femmes allaient au grand marché, elles achetaient des oranges par exemple, on venait les déposer dans une station avec un taxi et elles transportaient le truc
jusqu'à leur maison et tout. Aujourd'hui, les gens veulent qu'on les dépose directement à la maison et les émigrants sont devenus incontournables, même dans les plus petits villages, pour transporter les tomates produites, les blifons, les maïs frais, et tout. Bon, quelle solution l'autorité propose pour ne pas handicaper ou plomber l'activité économique? Une chose est de dire arrêtez cela, mais qu'est-ce que vous proposez comme solution de rechange? Je ne sais pas si l'opération continue, mais il y avait une campagne dans ce sens où on a installé des kiosques à certains endroits, ou surtout dans des coins où il n'y a pas de station d'essence, pour pouvoir approvisionner ces localités, histoire de freiner à peu près, n'est-ce pas, le trafic de ces carburants-là. Et comment ça s'est passé? Je sais plus ce qu'ils en sont. Moi, je me rappelle que quelqu'un m'avait envoyé un article qu'on a publié dans SICA. Il proposait d'avoir des stations mobiles. Voilà, des stations mobiles sécurisées avec des soupapes. Vous savez, dans les stations essence, qu'est-ce qui rend les stations essence sûres? C'est les soupapes. C'est le système de soupapes pour que les gaz ne puissent pas aller vers l'extérieur. Mais on peut mettre les mêmes soupapes à des réservoirs mobiles qu'on transporte de village en village. Mais pourquoi est-ce que l'État n'a rien fait de tout cela et c'est seulement des tirs, quitte à des tirs de sommation? Pourquoi est-ce que on préfère les tirs? Je me dis qu'aujourd'hui, même si ce marché est dans l'informel, il y a ce qu'on appelle, il y a une institution qui est créée par l'État, la DOSI. La DOSI qui peut faire tout pour réorganiser ce système, ce marché-là, ce secteur de vente de boulet. Parce que quand vous prenez les gens, si on installe des tanks avec des systèmes de pompage, comme ça se faisait dans l'ancien temps, avant même l'arrivée des stations d'essence, on pouvait les contrôler. Ils pouvaient être imposables. Ça, ce marché-là sera bien contrôlé, suivi et capitalisé. Ça évitera le fait qu'on va envoyer les forces de sécurité pour aller les raqueter ou bien les poursuivre pour tirer sur eux. Aujourd'hui, ce système-là avec le système... Oui, mais est-ce que ce ne sera pas un précédent fâcheux finalement dans le pays? Parce que si on normalise des situations comme cela, il y aura des points ou des choses qui vont sortir dans le pays où on sera obligé de les normaliser aussi. Mais on doit normaliser parce que vous n'êtes pas sans savoir que lorsque le système de taxi moto est apparu, on a tenté de l'étouffer, on a tenté de l'interdire, ça n'a pas marché. Mais finalement, les émigrants n'est pas rentré dans la pratique des choses. Les émigrants aujourd'hui paient les impôts. Les émigrants paient les impôts. Oui, certains, mais si vous ne payez pas ces impôts, si on vous arrête, vous êtes pénalisé. Donc, ce qui veut dire que ici, on peut petit à petit formaliser ce marché, faire de telle sorte que l'entrée de ce produit illicite puisse être dans la légalité, puisse faire de telle sorte qu'on ne peut pas avoir des problèmes que nous avons aujourd'hui. On peut les régulariser. Parce que DOSI, je ne sais pas ce que DOSI, c'est son problème, c'est son secteur. La DOSI qui était entre-temps dirigée par Mme Ingrid Awade, aujourd'hui elle est directrice de choses. Il y a sa remplaçante, la direction est là. La direction peut organiser ce secteur et faire de telle sorte qu'on ne puisse pas arriver à ce qui se passe. Un commentaire à faire sur le sujet, on va passer à un sujet. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut aller à l'étape des propositions par rapport aux alternatives à cette situation. Comme l'a dit Gérard, il faut réfléchir à des choses plus concrètes. Il ne faut pas rester... parce qu'on ne va pas compter le prochain mort parmi cette opération. Il faut vraiment qu'au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, on puisse prendre des dispositions pour penser à d'autres solutions, même de contrer le mal. Parce qu'on ne peut plus continuer à descendre sur le terrain, terroriser les gens avec des fusils d'assaut et tout ça en disant que on est là juste pour prendre des bidons d'essence. Il y a beaucoup de véhicules banalisés dans la ville. Hein. Oui. Et puis quand quelqu'un vend, qui commercialise là, il aperçoit de loin un véhicule d'un gendarme, mais c'est la débandade. C'est-à-dire que vous allez croire que, et je pense qu'il y a une bombe qui est posée quelque part dans le coin, quoi. C'est tout le monde commence à courir dans tous les sens. Mais il faut vraiment qu'au niveau du ministère de la Sécurité, on puisse revoir cette opération-là en proposant des solutions concrètes en collaboration avec le ministère du Commerce. Parce que c'est aussi du commerce qu'on fait. Donc, il n'y a pas aujourd'hui matière à continuer à terroriser les gens ou à compter le prochain mort afin qu'on puisse dire véritablement qu'on est en train de lutter contre l'opération.
Mais Eric, vous savez, hein, ce qui est important à savoir, un homme qui meurt, souvent en Afrique, nous n'arrivons pas à estimer cette perte. Quelqu'un me disait un jour, les gens n'imaginent pas. On pense que c'est un individu, il est mort, bon, il y en a d'autres. C'est un monsieur qui me disait un jour que le jour qu'il a compris, c'est quand son tailleur est mort. Que c'était la seule personne qui pouvait lui faire de bons pantalons. Quand il a appris qu'il est tombé, alors il a pleuré sérieusement. Vous imaginez un bon taulier qui meurt, un bon ingénieur qui meurt, un médecin qui meurt, et la nation ne peut jamais se développer quand c'est comme ça. Vous savez, hier, quand il a plu, moi je voulais aller de Kégué à Atiégou, devant la foire. Oui. J'ai vécu un accident extrêmement grave, vous ne pouvez pas imaginer. Au retour, sur la même voie d'Atiégou, devant moi pratiquement, un adolescent qui s'est fait faucher par une moto, raide mort en même temps. Hier. Il traversait la route, bam, devant nous, il est mort en même temps. Après une pluie, deux morts. Celui-là, j'imagine que c'est peut-être un étudiant ou quelque chose comme ça. Vous imaginez un pays qui perd comme ça ses habitants, à chaque fois, comme des mouches. Et on parle je sais pas quoi, d'incendies, des incendies qui sont du reste pour moi fictifs. Mais la route d'Atiégou, le grand contournement, vous savez combien de personnes ça tue par rapport aux incendies, aux présumés incendies? Le grand contournement. Non, les incendies sont réels, Gérard. Je ne refuse pas. Les incendies sont réels. Non. Oui, mais le nombre de. Ce que dit là est dangereux. La monnaie dont vous le présentez comme ça pas n'existe pas. banaliser Les incendies sont réels. D'accord. Mais les gens sont morts. Le nombre de personnes que ça tue. Moi, je parle d'une question de priorité. Quand vous construisez le grand contournement et il n'y a aucun panneau qui dise limitez votre vitesse, par exemple. Non, allez-y, finissez. Je dis, ça aussi c'est un problème réel. Pourquoi est-ce que on ne limite pas par exemple les vitesses, mais on fait la chasse aux vendeurs de boudins? On peut leur faire la chasse, parce que c'est l'État pense que c'est pas bien, mais tirer et les tuer. Poursuivre les gens jusqu'à ce qu'ils n'aillent se casser la gueule et mourir. Et on continue et nous leur trouvons des excuses. C'est là où moi je trouve la chose un peu bizarre. Ici, je ne crois pas. On n'a pas trouvé d'excuses. Quelqu'un trouve d'excuses à ça. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, nous avons dénoncé ça. Il ne faut pas que, même si c'est un seul incendie, l'autorité a le devoir d'interdire ou de protéger les populations par rapport à ce commerce illicite. Parce que lui compte seulement les morts. Si dans un incendie il y a seulement mort, mais les dégâts matériels, il n'a pas chiffré cela. Donc, globalement, c'est que même s'il n'y en avait même pas d'incendie, l'autorité a le devoir de protéger les populations en interdisant ce commerce-là. Ce que je voulais dire, que les forces de sécurité ne prennent pas les trafiquants de brouets comme des terroristes et les pourchasser. Parce que moi-même, une fois, j'étais là quelque part, j'ai vu comment les gens là, ils débarquent. On dirait qu'ils ont affaire à des terroristes qui ont envahi le Togo. Alors c'est des concitoyens qui veulent, ils sont des gendarmes, des policiers, ils ont leur salaire à la fin du... Des gens qui n'ont rien, qui souffrent et qui se débrouillent pour vivre. Oui, mais en même temps, c'est pas parce qu'on souffre qu'il faut mettre sa vie et la vie de ceux qui l'entourent. Je suis d'accord avec toi, mais c'est pourquoi l'État doit réfléchir. C'est pourquoi j'étais un peu d'accord avec Gérard quand il disait que quand Zemidia est apparu au Togo, à Lomé ici, on a tenté de l'interdire. À Kara, j'étais témoin quand les premiers Zemidians étaient là-bas. Mais je ne vous dis pas comment le maire de l'époque a voulu qu'il assimilait les Zemidians aux opposants, qu'il fallait les chasser de la ville. Oui. Vous voyez? Mais progressivement, Zemidia, aujourd'hui même, les gens font campagne sur Zemidia. Oui. Et si vous faites campagne, vous n'avez pas Zemidia, vous ne faites rien. Ça veut dire que c'est rentré dans nos mœurs. Mais pourquoi ne pas organiser les trafiquants là de ce bourreau-là qui cherchent à manger, qui cherchent à nourrir des familles? Pourquoi ne pas les organiser? Et Dozy, mon confrère Abbas le disait, Dozy est là pour ça. Aujourd'hui, on organise les émédiats. Mais pourquoi ne pas organiser ces gens-là, les doter de matériel adéquat pour pouvoir parer à toute éventualité et pour permettre aux gens, parce qu'il y a des zones, comme on le dit, il y a des zones qui ne sont pas, il n'y a pas de station d'essence et les gens trouvent bon de les arroser. C'est normal, mais sauf que il faut leur donner les moyens pour ça, puisque c'est des compatriotes qui n'ont rien à faire et qui se débrouillent dans ce sens-là. C'est les réorganiser, les organiser pour pouvoir les outiller pour en tout cas mener à bien ce commerce-là sans risque, sans danger pour les populations, pour eux-mêmes. Et donc, aujourd'hui, il faut à un moment donné
qu'on fasse comprendre aux forces de sécurité que mais ce commerce-là, c'est vrai, il est interdit, mais lorsqu'on veut intervenir, il faut intervenir avec retenue et préserver les vies humaines. Quand ils débarquent dans un quartier, moi j'ai vu une fois, mais on dirait que c'est... Non. Mais en même temps, c'est pas pour ils prennent les populations comme leurs ennemis. Est-ce que c'est avec intention de tuer? Non, mais comment vous l'appelez? La fougue avec laquelle ils débarquent de leur véhicule, même à leur passage, on dirait qu'il y a un terroriste dans le quartier. Hein? Mais donc finalement, Michel et moi on dit la même chose. Il faut faire il faut quand même que au haut niveau du milieu de la protection et de la sécurité de la protection, qu'on repense, qu'on vraiment oriente cette opération-là, parce que on a toujours dit cela, des morts d'hommes. Après, on a commenté, on a fait sortir des communiqués. Les communiqués ne réveillent pas les gens. Les condamnations ne réveillent pas les gens. On sort les communiqués, mais et après, c'est des vides dans des familles. Oui, mais des gens ont été interpellés. Par exemple, le commandant ou celui dont il s'agit. Bon, tu peux nous dire la suite? Tu as les moyens de vérifier comment... Non, je n'ai aucun moyen. Il faut publiquement, il faut ce monsieur, ce lieutenant, il faut qu'on le fasse comprendre que mais l'État l'a investi de pouvoir, c'est pour protéger d'abord les populations. Et s'il y a infraction, il faut savoir la circonstance, que de vouloir jusqu'à... tu sais, le jeune homme là, il faut voir les conditions dans lesquelles il est mort. Suite à des blessures, il a souffert atrocement. Non, c'est insoutenable. Et on soulève des populations dans chaque localité pour rien comme ça. Parce qu'à Tokpolé actuellement, mais oui. Quand on voit quelqu'un... Il semble que c'est le feu. C'est le feu. Oui. Mais pourquoi on peut arriver à ce genre de situation? On va nous dire que c'est des populations surexcitées. Non, ça, ces discours-là, il faut quand même qu'on nous fasse économie de ça. Messieurs, merci beaucoup. Nous allons marquer la dernière pause publicitaire. Dans quelques secondes, il sera midi sur Radio Taxi FM Lomé. Après, nous reviendrons sur la crise politique au Togo. Finalement, on se pose la question entre la CEDEAO, puisque certains ont l'espoir à tourner vers la CEDEAO, entre la CEDEAO, la France d'Emmanuel Macron, qui décidément est interpellée à chaque sommet par certains de nos compatriotes dans la diaspora, entre la CEDEAO, la France et les Togolais eux-mêmes sur place. D'où viendra le secours? On posera la question clairement ce matin. Maintenant, avec la crise qui rampe chez nous au Togo depuis plusieurs mois maintenant, en attendant que la CEDEAO ne dévoile sa feuille de route, c'est vrai que certains confrères semblent être dans le secret des dieux. La semaine passée, ils nous ont quand même plongé dans ce qui peut être la décision de la CEDEAO à la prochaine réunion des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Une question simple que pose ce matin notre confrère Togo Matin, je la ramène à l'antenne ce matin, c'est par rapport donc à l'issue de la crise. Qui peut nous aider finalement à nous en sortir entre la CEDEAO, la France d'Emmanuel Macron qui est interpellé depuis quelque temps par la diaspora togolaise et nous-mêmes sur le territoire togolais? D'où viendra le secours et le Manti-Secours à votre avis? Bon, du peuple togolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces personnes qui s'impliquent dans la crise togolaise, je pense que c'est des missions de bons offices. C'est-à-dire qu'on veut aider à pouvoir régler quelque chose. Mais il va falloir qu'au niveau du Togo même, on puisse se remettre en cause par rapport à un certain nombre de choses. Pourquoi vouloir compter sur quelqu'un pour venir régler un problème en interne quand vous avez, à un moment donné, vous-même, vous vous êtes fait confiance? C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a une crise de confiance aujourd'hui entre les acteurs politiques. Oui, et depuis plusieurs années, on n'arrive jamais à s'entendre sur l'essentiel, sur les réformes politiques. Et il y a la question de l'alternance qui, aujourd'hui, pose problème dans notre pays. Mais au-delà de ça, on a quand même affaire à une classe politique dans son ensemble atypique dans la sous-région. Et je pèse bien mon mot. Une classe politique. Dans son ensemble atypique, toutes tendances confondues. Vous voyez ce qui se passe au Bénin, vous voyez ce qui se passe au Burkina, au Niger. Vous avez vu comment, quand par exemple, il s'est agi du troisième mandat du président, vous avez vu tout ce qu'il y a eu. Et vous avez vu au niveau de d'autres pays ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal. Donc, au niveau du Togo, on a une classe politique avec des acteurs politiques qui sont atypiques. Je parle de toutes tendances confondues parce qu'on ne peut pas comprendre qu'à ce stade, au regard des émulations qu'il y a dans la sous-région, qu'on en soit là encore à parler
de constitution à compter sur quelqu'un qui viendra remettre le pouvoir à Y ou à X, mais quand même c'est déplorable. C'est-à-dire que soit on n'a pas encore pris la mesure de l'enjeu politique qu'il y a dans la sous-région, ou qu'on n'essaie pas de tricher chez le voisin pour pouvoir l'appliquer chez nous. Et moi, je pense quand même qu'au niveau de la classe politique togolaise, il faut qu'on se fasse confiance, parce que au-delà de tout, on parle de ce sujet chaque jour. Vous avez, par exemple, le rapport de la CVJ dont on a parlé ici, que le gouvernement n'a jamais mis en œuvre, et notamment les recommandations. Et d'un côté, le reliquat de l'accord politique global aussi du 20 août 2006. Et vous avez un certain nombre d'accords qui n'ont pas été respectés, bien évidemment. Mais on a aussi, d'un autre côté, une opposition qui n'affiche pas sa volonté de pouvoir avancer véritablement. Parce que la dernière fois, par rapport à ce qui se passe au niveau des manifestations et à manifestations suivies de conférences de presse, ça semble ressembler à un autre cycle d'élections, de violence, contestation et investiture du président et qui est élu. Donc maintenant on est dans un cycle manifestation, conférence de presse et suivi de manifestations, conférences de presse, mais on a du mal à sortir de cette entourloupette. Il faut qu'au niveau de la classe politique de l'opposition, qu'on puisse s'asseoir pour discuter. Et la fameuse lettre Est-ce que l'opposition ne semble pas être finalement prise dans son propre piège? On a signé un document qui dit qu'on ne manifeste pas durant le processus du dialogue, et ce document est toujours brandi par l'autorité pour interdire les manifestations. Enfin, même si on ne les interdit pas formellement aujourd'hui, on a ce sentiment que la manière dont on les pousse à aller dans un endroit pour manifester ressemble fort à l'interdiction. Est-ce que l'opposition elle-même ne s'est pas embrigadée finalement dans cette situation? Non, je ne pense pas. Je pense que chaque entité a sa stratégie de lutte. Et je vais pas, pour le moment, je me réserve d'analyser, parce que c'est la fin qui va justifier la finalité de tout un chacun. Je me réserve cette analyse-là à la fin, parce qu'il va falloir que les uns et les autres puissent prendre leurs responsabilités. Les manifestations, telles qu'elles ont été interdites pendant la période de discussion, de dialogue, je pense que c'est le facilitateur qui a demandé cela. Et moi, personnellement... Pour la sérénité du dialogue. Pour la sérénité du dialogue. Et personnellement, en amont, le pouvoir avait demandé à l'opposition, le pouvoir avait préconisé de pouvoir convoquer des séances du dialogue. Et le jour où ça va choper, on fait appel au facilitateur qui va pouvoir décanter la situation. L'opposition a refusé cette proposition. Et il a fallu cette lettre. Vous avez lu la lettre de Maître Agboibo qui est revenu sur cette proposition initiale qui était une proposition du parti au pouvoir à l'époque. La C14 peut quand même confirmer cela. Et aujourd'hui, on semble donner raison plus à Maître Agboibo en disant peut-être qu'on aurait pu accepter, puisqu'aujourd'hui on est suspendu à l'agenda du facilitateur. S'il n'est pas là, il n'y a pas de dialogue, alors qu'on a besoin d'évoluer. Et si les deux parties s'entendaient pour le moment sur le minimum, en attendant que le facilitateur vienne plutôt mettre de l'ordre, est-ce que ça ne serait pas mieux comme ça pour qu'on puisse véritablement évoluer? Maintenant, aujourd'hui, on est là et c'est la CEDEAO qui maintenant prend tout le processus en main et puis le pilote, et jusqu'à ce qu'on puisse avoir des recommandations, des propositions qui ont déjà été faites. Parce que la dernière fois, la mission de monsieur Brou, qui était à Lomé, c'est des recommandations qui sont déjà formulées, c'est des propositions qui sont là, et des deux parties, parce qu'il y a eu des consultations bilatérales entre toutes les entités. Et donc, des propositions là qui seront validées lors du sommet de la CEDEAO à Lomé pour permettre de sortir de la crise. Donc, on va attendre, on va voir comment ça va se passer au niveau du prochain sommet de Lomé. Michel, je vous pose presque la même question. La solution finalement à la crise viendra de quel côté? De nous-mêmes? Ou bien la CEDEAO et la France vont nous imposer des choses? À l'heure où vont les choses, je pense qu'on risque de suivre le diktat de la CEDEAO. Normalement, les acteurs politiques devaient faire un effort pour trouver, pour s'entendre. Mais comme ce n'est pas le cas, très bientôt, la CEDEAO, nous l'avons titré dans notre apparition de la semaine passée, que la CEDEAO prend les choses en main depuis la dernière rencontre. Ça veut dire que aujourd'hui... C'est un échec, on a été incapable de pouvoir nous asseoir et de nous faire confiance de régler nos problèmes. Non, c'est clair que aujourd'hui, la classe politique a démontré que, comme le dirait l'autre, ils se sont entendus pour ne jamais s'entendre. Et donc, le constat n'est pas seulement fait pour les Togolais, mais la communauté de la CEDEAO est en train de constater la même chose. Et qu'on le veuille ou pas, nous attendons en tout cas les résolutions ou bien
les décisions de la CEDEAO qui vont tomber très très bientôt. Parce que à la roue vont les choses. À partir du moment où tous les camps, chacun en ce qui le concerne, campe toujours sur ses positions, et il revient à la CEDEAO de trouver une solution médiane. De ce point de vue, il y aura un vainqueur, il y aura un vaincu. Si la CEDEAO vient, je pense qu'elle va couper la poire en deux. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont reçu les deux protagonistes, ils les ont écoutés, et la CEDEAO verra dans quelle mesure prendre des décisions pour imposer maintenant au peuple togolais. Aujourd'hui, la classe politique, c'est clair, elle a fait montre d'une incapacité à surmonter les égos et autres. Et si la CEDEAO demain venait avec certaines décisions, que en tout cas les gens ne grincent pas les dents. C'est clair que dans 2 semaines, les choses vont tomber. Hein. Oui, puisque nous sommes aujourd'hui le 11. Le 11, la conférence des chefs d'État, c'est en fin de semaine. Je ne suis pas en train de voir la classe politique évoluer dans les 2 semaines. Même s'il y a rencontre demain entre les acteurs politiques togolais, je ne pense pas que c'est aisé de trouver une solution pour pouvoir libérer la CEDEAO. D'ailleurs, même, nous avons appris même que la CEDEAO serait en train de monter le dossier pour arriver ici très très prochainement. Et donc, c'est comme ça. Gérard. Non, moi, je ne pense pas que la solution puisse venir de la CEDEAO. C'est possible qu'une solution vienne de la CEDEAO, mais je me dis... on n'aura fait que déplacer le problème. Si aujourd'hui, par exemple, supposons, c'est juste un scénario, la CEDEAO dit, M. Faure Gnassingbé, le président de la République, il doit céder et permettre l'alternance. Quand il sera parti, est-ce que vous pensez que la crise sera résolue? Monsieur qui a quand même fait... il aura fait près de 15 ans, enfin 15 ans au pouvoir, il a quand même ses adeptes aussi. Quand il sera parti et vous aurez un nouveau président, mais ceux qui le soutiennent, vous pensez qu'ils vont laisser le pays en paix? Ils vont faire la même chose que ce que vous faites aujourd'hui, en descendant dans la rue, les marches, il faudra les réprimer aussi. Et la crise, c'est la crise qui va continuer sous d'autres formes. On n'aura fait que déplacer le problème. Moi, je crois que le bien malin, celui qui pourra dire que lui, il a la solution pour ce pays. Et parce que j'ai demandé à un professeur de philosophie un jour, est-ce que c'est possible qu'on dise qu'une population est corrompue? C'est-à-dire que les choses, toute toute est tellement mauvaise qu'elle ne peut plus permettre au pays de vivre. Il me dit, mais oui. Si vous formez 1, 2, 3 générations de gens corrompus, de gens qui n'aiment pas leur pays, à un moment donné, le pays peut devenir ingérable. Moi, je me demande si ce n'est pas un peu ce qui arrive actuellement au Togo. Moi, quand j'imagine la crise togolaise, la solution, je me dis la solution ne va pas venir de la CEDEAO, la solution ne va pas venir du LIR. Non plus. Mais la solution peut venir d'un homme fort. Un président. Un président qui arrive, un homme qui est très fort, qui impose silence à tout le monde et dirige vraiment nos pas et nous disent voilà ce qu'il faut faire. Un président venu d'ailleurs? Non, un président togolais. Un peu comme Rollis l'a fait. Je ne parle pas des assassinats des assassinats politiques qu'il a dû opérer, mais un homme fort qui peut dicter à tout le monde, qui peut mettre tout le monde au pas, ça c'est possible. Il vient comment? Moi je pense que... Oui. Non, il peut venir, je ne sais pas moi, il peut venir par coup d'État, il peut venir par je ne sais pas quoi. Je ne conseille pas un coup d'État, il faut comprendre ce que je dis. C'est-à-dire que je dis un homme fort qui arrive. Un homme fort qui arrive, forcément ce n'est pas par élection. Sinon il n'est pas fort. S'il n'est pas élu, c'est un coup d'État. S'il n'est pas élu, il appelle à un coup d'État. Je ne sais... Non, écoutez, d'abord, je n'ai pas peur de ce que vous dites, ça c'est un. Mais un enfant peut venir parce qu'un autre pays l'aura imposé, comme la France le faisait avant. On imposait déjà des David Dacko, tout ça là. C'est vrai que c'était des coups d'État. D'accord. Mais moi, j'imagine, je me dis, si le Togo a la chance d'avoir un homme fort, comme le président Faure Gnassingbé était venu, s'il avait été beaucoup plus
catégorique. Moi, c'est ce que j'imagine. Hein. Je comprends un peu sa stratégie, je comprends un peu ses peurs aussi, parce que les pesanteurs sont grands. Et il risquait, lui aussi, on a beau être président, hein, ça ne veut pas dire que vous êtes à l'abri de tout. Quand vous êtes président, c'est des gens qui vous soutiennent, c'est des gens qui vous permettent de rester là-bas. S'il avait été trop dur, peut-être que il aurait payé ça de sa vie, c'est possible. Moi, je ne sais pas. Mais je l'imagine un peu plus radical, un peu plus dur pour faire taire certaines personnes. Je crois que le pays aurait été sauvé. Mais il faut dire une chose, le Togo est dans une situation extrêmement difficile. C'est bon, c'est bien beau de dire le président Faure doit partir, Faure must go et tout, mais quand Faure sera go, qu'est-ce qui va arriver à ce pays? Qu'est-ce qui va arriver à ce pays? Moi, je me pose vraiment cette question. C'est pour ça que il y a une peur de l'inconnu aussi, finalement. La peur se sauver l'inconnu là, que moi, je ne préconise pas aux Togolais quand même. Et je me dis, on a beau critiquer le président Faure aujourd'hui, mais soyons beaucoup plus intelligents. Ceux qui disent, il faut qu'il s'en aille, peu importe celui qui vienne. Ça, c'est pas politique. Hein. C'est un rêve qui peut devenir très dangereux. On a vu Gbagbo partir en Côte d'Ivoire. Et ça s'est soldé par 3000 morts. Parfois, celui qui quitte, il quitte, mais celui qui arrive amène plus de misère. Quel est notre objectif au Togo? C'est juste nous débarrasser de quelqu'un ou bien c'est donner plus de bonheur à ce pays. Moi, je dis, nous les Togolais, nous les journalistes aussi, nous devons réfléchir un peu plus sur cette question. Bien. Parce que c'est complexe. Abbas Issaka. Oui, je dis que par rapport à cette question, Togo, CEDEAO ou bien France, diaspora, je pense que aujourd'hui, les Togolais, les acteurs politiques togolais ont montré leurs limites. Ça fait 28 ans que nous sommes dans cette situation et on n'arrive même pas à trouver la solution à notre crise. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la crise de confiance. Cette crise de confiance fait que les acteurs politiques eux-mêmes n'arrivent pas à s'asseoir pour discuter entre eux. Le dernier exemple, c'est lorsque la commission de la CEDEAO devait rencontrer les protagonistes de la crise à l'hôtel de février. Au moment où la salle n'était pas encore prête, on a offert un cocktail. On leur a demandé d'aller prendre un cocktail en attendant qu'on arrange la salle. La C14 dit qu'elle ne peut pas aller prendre avec les représentants du pouvoir dans le même restaurant, le même cocktail. À quoi on joue? Et avec cette situation-là, vous pensez que les Togolais peuvent s'asseoir un jour ensemble et discuter eux de leurs problèmes sans la présence d'un médiateur? C'est ce qui s'est passé depuis toujours. Moi, je n'ai jamais vu dans un dialogue où on parle de dialogue et que les gens qui sont concernés par le dialogue n'arrivent pas à s'asseoir par eux-mêmes ensemble pour discuter et trouver la solution à leurs problèmes. Aujourd'hui, par rapport à cette incapacité, à cette irresponsabilité qui caractérise nos hommes politiques, c'est qu'on sera obligé. Non, vous n'allez pas dire qu'ils sont irresponsables. Non, mais c'est la responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut prendre ses responsabilités. On n'arrive pas à les prendre pour gérer nos propres problèmes. Et on sera obligé d'être soumis au dictat de la CEDEAO. Mais est-ce que ça, c'est pas grave? C'est de là que vous ne redoutez pas finalement cette décision que prendrait la CEDEAO? Redouter comment? Elle sera applicable, puisque nous ne sommes pas arrivés à nous entendre. Mais ça va nous diviser. Si nous impose quelque chose, ça va nous diviser. Les acteurs politiques eux-mêmes ont décidé de faire confiance à des gens de l'extérieur. Donc on y va. C'est-à-dire les acteurs togolais disent qu'ils ne se font pas confiance. Voilà. Il faut toujours appeler quelqu'un de l'extérieur pour venir gérer notre problème. Oui, mais quand les décisions seront prises, c'est là que vous allez voir que beaucoup ne seront pas d'accord. Mais s'ils ne sont pas d'accord, c'est eux-mêmes qui ont décidé qu'on aille là-bas. Ou bien, ou soit, c'est-à-dire, à un moment donné, les gens ont décidé qu'on puisse avoir recours à un facilitateur. Oui. Voilà. On est sur la piste du facilitateur. Le facilitateur a fait des propositions, a consulté des gens de façon bilatérale et de façon multilatérale. Les gens ont dit, OK, on attend le prochain round de discussion. Mais la CEDEAO a décidé de prendre les choses en main. La CEDEAO a rencontré tous les protagonistes de la crise. On dit, OK, on attend les propositions de recommandation lors du prochain sommet de Lomé. Si les propositions relèvent d'une décision de la CEDEAO pour pouvoir résoudre la crise,
les gens sont obligés de se plier avec les sanctions. Parce qu'ils ont plané. Oui, parce qu'ils ont décidé d'aller vers la CEDEAO. Mais moi, je ne vois pas l'inconvénient. Il n'y a même pas d'inconvénient là-bas à tirer parce que c'est nous-mêmes qui avons voulu cette situation. Toutes décisions qui seront donc prises par la CEDEAO seront imposables aux Togolais. Ce sera imposable. Les deux bords. Oui, on parle même de la rencontre ce samedi dernier entre une délégation nigérienne, président du Nigeria. C'est sûr que des choses ont été dites. Des choses ont été dites, ce qui veut dire que nous-mêmes, on ne veut pas prendre nos responsabilités pour régler nos problèmes. Donc, si vous ne voulez pas, on va vous traiter comme des majeurs incapables. Il y a une crise de confiance, on l'évoquait tout à l'heure, dans le pays, finalement, au niveau des acteurs. Est-ce que, quand des gens disent, écoutez, nous préférons nous référer à un facilitateur que de nous asseoir nous-mêmes pour régler les problèmes, est-ce que ce n'est pas compréhensible aussi, quand on signe des accords, qu'on ne respecte pas ces accords, quand on prend des engagements qu'on ne respecte pas? Est-ce que ce n'est pas aussi sincère que de dire, écoutez, je ne vous fais pas confiance, je préfère qu'on discute ensemble avec quelqu'un d'autre? Michel. Ça veut dire que les Togolais sont prêts à recevoir le diktat les gens vendent leur souveraineté comme ça. C'est ce qu'ils veulent, parce que soit la coalition ou le pouvoir. Est-ce que, parce que nous ici on ne connaît pas la mouture qui est en train d'être préparée par la CEDEAO, est-ce que ce sera valable pour les deux camps? Dans tous les cas, nous, on aurait souhaité que les acteurs politiques togolais, parce que le Togo, c'est pour nous. Celui qui vient, il ne fait que nous aider. Et ils ont leurs problèmes aussi dans leur pays. Ils ont besoin de développer leur pays. Ils ne sont pas là pour le Togo. C'est pourquoi on aurait souhaité que les acteurs politiques discutent. Et c'est quand peut-être il y a achoppement qu'on peut demander à quelqu'un de « Oh, mais vous aussi, faites ceci. » Mais comme on a voulu, comme les gens pensaient que c'est l'étranger qui viendra nous dicter, mais la dernière fois que la commission a rencontré les deux parties, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que même le facilitateur qui doit rendre compte aussi à la CEDEAO, peut-être la CEDEAO s'est rendu compte finalement que rien ne bouge. Elle est obligée de prendre les choses en main rapidement, et parce que le temps du sommet de la conférence des chefs d'État est en train d'arriver. C'est au cours de ce sommet qu'on va vraiment nous infliger des choses. Si d'ici là, les acteurs politiques n'ont pas eu peut-être la clairvoyance ou bien la lucidité de pouvoir s'accorder sur le minimum. Bien. Le problème togolais, tout le monde le connaît. Parce que quand vous prenez tous les dialogues qu'on a suivis, dialogue CPDC, renouvelé, tout ça, c'est entre les Togolais, mais ça a fini à queue de poisson. Lorsqu'on est arrivé même Togo Télécom et Togo Télécom 2, c'était entre nous les Togolais. Ça a fini à queue de poisson, on n'a même pas arrivé. Ça n'a pas marché, ce qui veut dire qu'on ne peut pas rester seul pour discuter de nos problèmes. Quand on a pris, je prends l'exemple de... mais l'étranger est venu, ça n'a rien donné aussi. L'APG, l'accord politique global, avant sa signature. Oui. Les assises qu'il y a eu. Il y a eu des assises préliminaires. Il y a des assises préliminaires ici. Il y a eu une entente préliminaire aussi. Entente préliminaire qu'on appelait accord politique de base. Et les assises ont été dirigées par Maître Abouibo. On est arrivé à avoir un accord qu'on appelle accord politique de base, APP. Le jour où il fallait le parapher, on dit non, on ne se fait pas confiance, il faut aller appeler un médiateur. Et on a appelé, aller prendre Blaise Compaoré comme facilitateur, qui est venu. Et on a transporté maintenant le dialogue à Ouaga. Et tous les jours ou toutes les semaines, les protagonistes de la crise togolaise se retrouvent à Ouaga. Et on a allé dénaturer l'accord politique de base que les Togolais se sont donnés eux-mêmes ici. On nous a imposé un accord politique global. Et aujourd'hui, on n'arrive même pas à la plus. Parce que c'est parce que c'était un Togolais qui dirigeait le dialogue. Il faut faire appel à un facilitateur pour venir donner ça. Et depuis toujours, c'est comme ça, on a toujours marché. Les Togolais eux-mêmes ne sont jamais arrivés à s'asseoir pour se trouver une solution à leurs problèmes. Et donc nous allons attendre la décision de la commission de la CEDEAO, beaucoup plus de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO très prochainement. Il reste que 2 semaines et on saura finalement l'orientation qu'il faudra donner à la crise togolaise à démarrer beaucoup plus le 19 août dernier. Vous voulez acheter un dernier élément, Gérard, puis on passe au dernier sujet. Non, moi je pense sincèrement que le problème togolais est culturel aussi. C'est-à-dire que c'est un pays où on a l'impression que le bon sens a déserté tout le monde. Dans un pays, quand le bon sens n'est plus là, ben comment est-ce que vous voulez trouver des solutions? Vous voyez quelqu'un, par exemple, qui marche pour unir
lundi et mardi, ça va marcher pour l'opposition. Bon, c'est comme ça. Quand nous accusons les hommes politiques, les leaders politiques, disons qu'ils sont à l'image de la population même. Et je crois que c'est culturel. Et le temps que nous avons passé à danser l'animation politique, à nous abattir nous-mêmes, parce que le Togolais s'est abattu lui-même. Même dans les écoles, moi je me rappelle au lycée de Tokwa, il y a quelqu'un qui nous faisait l'instruction civique qui nous dit, qu'il y a un blanc qui lui a dit, you are a tiny country but a great nation. Il qualifie le Togo d'une grande nation. On nous flattait, on mentait même aux élèves dans les lycées. On ment aux élèves. Comment est-ce que vous voulez qu'une fois grandi, que ces gens-là soient de bons leaders? Voilà, donc nous avons passé des années à corrompre les esprits, à devenir des sortes de torchons. Et comment est-ce que les torchons peuvent être un moteur de développement pour leur pays? C'est une erreur qui a été faite. Je pense qu'il ne faut plus répéter ça. Parfait. Vous parlez de la corruption. Je pense que c'est une belle transition pour parler du football togolais. Parce que jeudi dernier, un confrère ghanéen, Anas Arimiaou, a révélé que le football africain est truffé de corruption, que les résultats des matchs se jouent complètement ailleurs. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le cas de l'arbitre togolais, qui est aussi impliqué dans ce vaste réseau de corrompus. Yanissou Bébou, son nom revient depuis quelques jours. J'imagine qu'il doit être meurtri, vraiment désolé. Mais le mal est fait déjà. Le cas de corruption dans le football togolais, aujourd'hui, Michel Ntchadia, doit-on demander la démission de l'équipe à Guy Akovi Carmon par rapport aux faits qui se sont succédés? Non, la démission, on est trop allé très fort. Très bien. Analysez le sujet. J'aurais voulu qu'on élucide tous ces bisbilles-là qui entourent la gestion du football. Depuis la CAN 2010, 2013 et la récente 2017. Et avec aussi, surtout par rapport à la CAN 2017 où un officiel a été impliqué dans le trafic des maillots, tout ça là, on a essayé de le nom du deuxième vice-président a été cité. On n'a pas élucidé cela jusque-là. Vous savez, au Ghana, tout récemment, vous savez que le président de la République a dissous la fédération ghanéenne de football parce qu'il s'est rendu compte que elle est vraiment impétrée dans des pots de vin, dans des... Mais en réalité, c'est comme ça, ça se passe dans presque toutes les fédérations. Il n'y a aucune fédération au monde qui est à l'abri de ça. Qui est à l'abri. Quand on n'a pas encore vu, c'est qu'il n'y a rien. Même la FIFA, l'instance fêtière, vous avez vu, il y a 2 ans de cela, vous avez vu vraiment ce qui est arrivé à cette instance, qui est considéré comme un empire. Mais les gens ont réussi à pénétrer dans cet empire, à pousser cet empire, et le citoyen ordinaire de tout le monde, dans tous les coins du monde, a pu constater que, mais en tout cas, le football est assis sur la corruption. C'est comme ça, c'est des mafieux. Ce n'est pas au Togo ici seul. C'est comme ça, on le voit, et parfois même c'est avec l'aide même des politiques. Oui. C'est avec l'aide même des politiques. Aujourd'hui, pour le cas du Togo, d'abord, le fait que le championnat qui est en cours, la manière dont on a repêché les équipes, on a fait comme si on n'avait pas joué. Le championnat d'apaisement. Non, ça n'a aucun sens. Ça veut dire que l'apaisement n'est pas encore là. On doit jouer d'autres là. La saison prochaine, là, c'est apaisement. Il y aura, personne ne descendra en 2. On doit continuer l'apaisement. Puisque l'apaisement, est-ce que c'est fini? Si c'est ça, est-ce que c'est fini? Non. Moi, je dis que d'abord, je suis forcément contre cette décision que le championnat d'apaisement. C'est un précédent dangereux. Et on va voir. Bientôt, c'est la fin de la saison. On va voir. Les problèmes, c'est un précédent dangereux pour le football togolais. Je ne sais pas quelle équipe qui va vouloir descendre en 2-2 ou en 2-3 va accepter. L'année passée,
vous n'avez pas... Pourquoi cette année, est-ce que l'apaisement est fini? On ne joue pas le football. On ne joue pas le football avec les histoires d'apaisement. Non. La preuve, ces derniers temps, vous avez vu comment sur les terrains, il y a des... Comment l'appelle-t-on? Des tensions et autres. Parce que les gens attendent voir la fin de la saison, ils commencent à créer des problèmes et tout. Ajoutez au fait que tant que la Coupe d'Afrique des Nations 2017, la participation de notre équipe, tant que les 600 millions, nous, on est en train de s'organiser pour revenir sur ce dossier. Parce qu'on ne peut pas fermer les yeux sur les deniers publics où certains Togolais se sucrent et on va demander encore aux Togolais lambda de contribuer, si jamais on est qualifié pour 2019, de contribuer encore. C'est insupportable par les Togolais. Ceux qui sont haut perchés, ils trouvent ça anodin, c'est rien. Mais je te dis, les Togolais d'en bas, c'est insupportable. Si on ne lucide pas les 600 millions, et d'ailleurs même j'ai appris que ça dépasse 600 millions, on a jonglé pour arriver là-bas parce que sinon c'est plus d'1 milliard. Les Togolais, certains Togolais sont partagés, ils vivent bien, on sort ici, vous allez les croiser, ils ne sont pas inquiétés. Tant qu'on va continuer comme ça. Au Ghana, le président a eu le courage, il a sifflé la fin de la récréation. Il revient à lui, il lui revient désormais de voir comment orienter le football ghanéen. Très bien. Pourquoi chez nous, on va toujours fermer les 3 CAN où on n'a même pas joué la CAN 2010 et on a tué, non, on a perdu nos compatriotes. Il faut ajouter ça. Et l'argent est fini. Et on doit même. 2013, on doit. 2017. On doit. Mais on n'a rien fait. Merci beaucoup, Michel. Et le Mathis Ogbe, juste rapidement un mot sur cette histoire de corruption dans le foot. Non, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir éclaircir très rapidement. Il faut quand même ouvrir une enquête au niveau de la FTF pour situer les responsabilités. Écoutez l'arbitre en question devant un conseil de discipline. Moi, je me réjouis déjà du fait qu'il y a eu des mesures conservatoires au niveau de la FTF pour pouvoir interdire à l'arbitre d'officier pour le moment, en attendant que l'enquête ne puisse confirmer si oui ou non il est réellement impliqué dans un scandale de corruption. Mais déjà, je salue le travail titanesque abattu par le confrère ghanéen qui a révélé au grand jour toutes ces personnalités, tout ce réseau de corrompus autour du foot. Moi, j'ai suivi la vidéo de 51 minutes là et vraiment, je n'en revenais pas. C'est-à-dire, quand vous pouvez prendre juste 500 cedis pour changer le cours d'un match, je pense quand même que... Non, $500, voilà, oui. Pour changer le cours d'un match. Oui, pour changer le cours d'un match. La vidéo, c'est en anglais? Oui, c'est en anglais. Et tu as compris? Oui, j'ai compris. C'est l'argent d'un bœuf. Oui, ça veut dire que... D'un bœuf, 250 000. Quand vous prenez $500 juste pour changer le cours d'un match, Ashanti, Kotoko, SFOC, attention, mais $500 juste pour ça, attention. Donc ça veut dire que... Et puis le commissaire au match aussi, il restait $300, on lui a remis aussi, il a pris $300, il a dit, bon, ça c'est pour son crédit. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce monde-là. Mais au niveau de la FTF, est-ce que l'équipe doit démissionner? Moi, je dis non. Parce que par rapport à ce qui s'est passé, il y a quand même un certain nombre de choses à l'actif du bureau du colonel Guy Akbovi. Ça, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, il y a le championnat qui a repris. Il y a des membres, on pose la question parce qu'il y a des membres de ce comité exécutif qui sont aussi impliqués dans des scandales. Vous vous rappelez de ce membre qui aussi a pris des pots de vin récemment. Oui, je pense que dans ce cas, la responsabilité est individuelle. On ne peut pas imputer la responsabilité à tout le bureau. Comme le confrère Calais Sport pose la question ce matin, que des autres membres du bureau, ceux dont on ne connaît pas encore leur degré d'implication dans d'autres histoires de corruption qu'on ne connaît pas encore. Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, puisqu'on est pris par le temps, ils donnent la parole rapidement aux deux autres confrères. Gérard d'abord. Non, moi je pense que vous venez de reposer indirectement le problème de l'état de droit. L'état de droit, on l'a ou bien on ne l'a pas. Quand vous n'avez pas un état de droit, tous les compartiments de la société sont gangrénés. Et si le Togo était un état de droit, vous pensez qu'un procureur ne se serait pas autosaisi de tous ces scandales? Par exemple, vous vous rappelez le juge qui était Ativi, je crois qu'il s'appelait Ativi. Oui. Le juge Ativi, qu'est-ce qu'il en est advenu de lui? Je pense qu'il a été promu dans ses fonctions. Vous vous rappelez ce scandale-là où une équipe a marqué 11-0, 11 contre l'autre? Ben vous vous rappelez l'histoire dont Michel a parlé
sur les séries. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, vous voyez, quand la loi ne sévit pas, quand les procureurs sont là, la justice est là, juste pour la forme. Quand vous n'avez pas un état de droit, et en politique, en football, dans le domaine de la santé, aucun compartiment de la société ne marche. Donc, l'état de droit, soit on l'a, ou bien on ne l'a pas. Très bien. Abbas Isaka, 1 minute. Non, bon, je pense que cette histoire-là, ce n'est pas du bureau d'Apovi, que ça date depuis les autres bureaux. On a vu comment ces histoires de corruption-là persistent. Et c'est devenu un problème qu'il faut chercher à gérer. C'est celui qu'on n'a pas attrapé qui n'est pas voleur. Donc, tout le monde peut être voleur dans ces histoires-là, dans ces genres de choses. Dire que le bureau d'Apovi va démissionner, je ne pense pas que ce soit la solution. Le bureau peut démissionner aujourd'hui et le prochain qui va le remplacer va tomber dans les mêmes travers. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que les arbitres soient aussi touchés profondément au Togo par la corruption? Mais est-ce que tu as vu maintenant les arbitres togolais à la CAN ou bien au mondial? Non. C'est par rapport à ces genres de choses. C'est que c'est une étude de moralité qu'on fait. Si vous n'êtes pas capable de supporter et de faire ce qu'on appelle la transparence, et d'être courageux, de prendre les décisions adéquates qu'il faut et idoines qu'il faut, vous ne pouvez pas aller à des grandes rencontres. Depuis quelques années, le Togo n'a jamais envoyé, aucun arbitre togolais n'a jamais été désigné pour arbitrer ou soit la CAN, ou soit aller être assistant de touche et assistant d'arbitre au niveau du mondial. Oui, mais il faut aussi se poser la question de savoir est-ce qu'on remplit les minima. Il ne faut pas juste poser la question. Puisqu'il y a des arbitres FIFA. Il y a des arbitres FIFA. Oui, mais est-ce que par rapport il y avait les Agbala Watekou, tout ça. Il y a les arbitres togolais qui allaient officier au niveau de la CAN au mondial. Il y en avait. Oui. Donc on a des qualités. C'est qu'aujourd'hui, il y a un problème qui se pose. Il faudrait qu'on règle le problème. Monsieur, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à Abbas Isaka, qui est le patron du journal Le Mania Libéré. Michel Tédia, le patron du journal Le Ouara les Vainqueurs. Gérard Ouissan, le patron du groupe de presse Sika. Et l'homme Antisogbo, le patron de l'hebdomadaire La Nouvelle Tribune. On ne peut pas encore revenir demain. C'était très bien. On va laisser la place à d'autres confrères également. Merci à monsieur, merci à vous tous. Merci également à Adja Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi Saint-Henri Gator. À demain. 93.1 Taxi FM.